Bonjour Franck, bonjour Anthony. Bonjour, tout va bien pour vous? Ouais, moi ça va bien. Ouais. Moi ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Mais écoute, j'étais au théâtre hier soir. Je suis allée voir ton spectacle. Est-ce que vous avez payé déjà? Visiblement, tu n'as pas vu que j'étais dans la salle, tu n'avais pas remarqué, ça fait plaisir. On s'était déjà vu avant pourtant. Mais du coup, voilà, j'étais là, je suis allée voir ton spectacle justement et j'ai proposé cette chanson. Bon voilà, 34 ans. David, 36 ans. Chantal, 37 ans. Fanelli, 25 ans. Maëlie, 24. Marie, c'est Marie. J'ai plus de 40 ans. Noémie, Sabia, Thierry, Valérie. On y est allé pour lui montrer notre amour, quoi. Bisous Anthony. Merci. Alors Anthony, 23 ans d'amour avec ton public. De ce que j'ai vu, tu traverses le temps. Tu as vu dans la salle, il y a tous les âges. Certains te découvrent sur scène seulement, mais beaucoup te retrouvent. Écoute. Ça me fait super plaisir de le revoir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Canada en 2018. moi j'ai vu son premier spectacle à Massy Palaiso. Il débutait et maintenant de le revoir à nouveau sur scène, ça fait plaisir. Moi je le connais depuis que je suis toute petite, mais je suis jamais allée à un de ses spectacles. Du coup là c'est vraiment la première fois. Je l'écoutais régulièrement sur Rire et Chanson. On l'a vu à la télé, j'ai acheté la cassette vidéo à mon frère, qui avait lui 9 ans à l'époque. Et on s'est marré, c'est peut-être le premier humoriste qui nous a fait marrer quand on était enfant, quoi. J'avais 12 ans, je le regardais, je me pissais dessus. Aujourd'hui, j'en ai 36, je me pisse dessus. On a grandi avec. La fidélité, c'est quand même la base de ta relation avec le public, visiblement. C'est beau, ça fait plaisir, ça me touche beaucoup. Tout cet amour, tout ce... Parce que tu mérites, Anthony. Comme d'hab. Oui, peut-être. Oui, ça me touche beaucoup. C'est des retrouvailles avec un vieil ami ou plutôt un vieil amour. Un vieil amour, hein, parce que ça fait 23 ans qu'on s'aime. C'est ça. 23 ans d'amour. 23 ans, c'est ce que je dis dans le spectacle. J'ai dit ça fait 19 ans que je suis avec ma femme. Je dis, c'est pas ma plus longue relation. Je dis, ça fait 23 ans que je suis en couple avec vous. Donc, tu as la sensation que ta relation avec le public, finalement, elle ressemble à une histoire de couple. Et tu nous amènes tout droit au cœur de notre sujet aujourd'hui, puisque c'est la vie de couple, justement. Très fort, le mec, sans le vouloir. Ouais, voilà, t'as vu, c'est la magie. Mais merci, en tout cas, merci. Je prends ça comme un cadeau, parce qu'on n'est jamais dans la tête des gens. J'ai la réaction des gens chaque soir, les gens qui sont là, qui applaudissent, je reçois l'amour. Et quand je suis sur scène, j'ouvre toutes les vannes, dans le sens que je deviens hyper sensible. J'entends tout, je vois tout, j'essaie de ressentir à la fin du spectacle. Quand les gens applaudissent et m'envoient tout cet amour, je suis à fleur de peau, je reçois ça. Et donc, comment dire, j'ai souvent les larmes aux yeux. Mm-hmm. Les larmes aux yeux quand je reçois tout ça. J'arrivais avant pendant longtemps, à masquer tout ça. Et là, je m'en fiche. Dans ça, je m'en fiche. Pas, je me fiche pas de l'amour, mais je dis... C'est dommage de masquer. Non, je me fiche que les gens me voient avec les larmes aux yeux ou une larme qui coule. Au contraire, je suis ému et je prends cet amour-là. Et puis voilà. J'ai rien à cacher. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Ouais, c'est ça. Alors, il y a l'histoire d'amour avec le public, mais on est quand même là pour parler de la vie à deux, de la vie de couple. Et justement, Franck et moi, nous sommes ensemble depuis quand même 19 ans. Maintenant. 19 ans, oui. Ouais, ça fait longtemps là. Eh oui. Ouais, Franck, alors j'ai justement, rencontré Franck, il avait déjà 62 ans. Là, je viens d'ouvrir la porte, il va me tacler 8 fois là. Il va me tacler. Attention. Je ne peux pas. Franck, le laser. Franck, c'est... Il est en train de scanner. Faiblesse, là, tire là-dessus. Destruction. Réparation. Alors au passage, on peut enlever nos casques, hein, en fait. Ah, merci, ouais. Franck, c'est quoi l'enjeu pour être épanoui dans son couple? C'est un peu le sujet aujourd'hui. Moi, la première piste que j'ai avec ça, c'est l'attention qu'on met à vouloir être aimé dans la vie et à vouloir être aimé tel qu'on est. Et c'est la plupart du temps la demande, en fait, au fond. C'est je veux rencontrer quelqu'un et j'ai envie qu'il me voie, qu'il me connaisse et qu'il m'aime. Et puis, plus on creuse, en fait, plus on s'aperçoit que le vrai truc avec les humains, c'est pas tant d'être aimé, c'est de trouver un espace dans lequel je vais pouvoir aimer. Et je pense que le véritable enjeu du couple, c'est trouver un autre, non pas pour qu'il m'aime, mais pour que enfin je puisse ouvrir cette vanne que je me retiens d'ouvrir depuis toujours, et enfin avoir le droit d'envoyer ce que peuvent envoyer les humains lorsqu'ils se sentent en confiance, quoi.
Et pour moi, l'enjeu, c'est aimer. C'est vraiment ça le truc. Et je vois que les gens épanouis dans leur couple sont pas des gens qui sont aimés, sont des gens qui aiment. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui, à mon avis, est l'enjeu. C'est ça, on va développer tout ça ensemble. Mais c'est vrai qu'à nous trois, j'ai quand même fait mes calculs, on a un demi-siècle d'expérience de vie de couple. C'est vrai. C'est pas mal. Ok, donc t'as jamais été en couple, quoi. Bah, c'est vrai, j'avoue que c'est moi qui pèse le moins dans l'histoire. J'avoue. C'est vrai. La vie aux intéressés, elle est célibataire. Mais oui, c'est pour ça que je fais cette émission, Ouais, Anthony. Tu sais, là j'en suis déjà à 3 épisodes dans le 4e. On va trouver. On a 5, donc je compte vraiment sur vous en fait. C'est ça l'enjeu. l'enjeu. Des flyers, on va trouver quelqu'un. On va trouver quelqu'un. Je suis prête à tout là. Alors au sommaire, aimer et se sentir aimé jour après jour, c'est ce à quoi on aspire en couple. Comment entretenir cet amour, c'est le premier point que nous aborderons dans cette émission. Faire des projets, ça fait partie de la vie à deux, vous êtes d'accord, mais parfois les envies divergent, on n'est pas toujours au même rythme. C'est ce que vivent certains d'entre vous actuellement. On entendra vos témoignages et vos questions. Et puis attention à la recherche de garanties et d'égalité au sein du couple. D'où vient la force d'être à deux? On t'écoutera Franck nous expliquer en quoi 1 + 1 = 3. Et puis Anthony, je compte sur toi aussi pour nous éclairer, puisque tu t'es penché sur le bonheur, tu en as fait un spectacle, Happy, d'ailleurs, on va regarder un extrait. Il y a un avant-après avec ton public, on regarde. J'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Ma femme m'a dit, si on se sépare, je demande la garde exclusive des enfants. Je dis, tu fais vraiment tout pour que je te quitte. Ma femme me dit tout le temps, oh mon Dieu, avec toi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Parce que tu t'amuses beaucoup? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour 1 minute de plaisir. Avant le show, ils étaient comme ça. Après le show, ils sont happy, baby. Alors, j'ai cru comprendre quand même que t'en as fait un spectacle, mais t'aurais pu en faire une conférence. Ça veut dire que t'as bien étudié le sujet. Mais à l'origine, je voulais donner des trucs que j'ai appris en PNL ou en neuropsychologie pour gérer ses émotions un peu plus facilement. Des petits trucs au quotidien pour dire, OK, voilà, ne pas se laisser emporter par certains sentiments moins que positifs. Donc, j'ai fait, OK, on va reculer d'un cran, on va se concentrer sur le bonheur et puis je vais écrire une conférence drôle. Ouais, c'est ça. Être heureux. Être heureux, c'est être et oser être. Et être heureux dans le couple, alors, est-ce que c'est se sentir aimé? Ça fait partie aussi des joies du couple? Se sentir aimé, je pense que quand j'ai commencé mon aventure avec ma femme ou même avant, je me disais aimer quelqu'un. En fait, quand t'es en couple, c'est je m'aime plus ou je m'aime mieux quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi, je m'aime moi plus. Au début, je me disais, quand j'étais dans la vingtaine, j'avais un côté un peu fleur bleue, un peu chevalier servant, et donc c'était, faut que je l'aime plus que moi. Mais je m'aime quand même. Tu les faisais passer en priorité, en fait? C'était ça, ta façon? Je l'aime plus que moi, oui. Et après, j'ai réalisé que à l'époque, j'ai réalisé que j'aurais toujours l'amour de mon métier, mais j'aurais pas forcément toujours l'amour d'une femme. Alexandra, ma femme, on s'est rencontrés dans un festival d'humour en Suisse. Et puis, il y a eu pour moi un déclic. Ça a été comme un petit coup de foudre. Oui, un coup de foudre. On peut appeler ça un coup de foudre. Elle travaillait pour ce festival. Moi, je sortais d'une relation. Elle était dans une relation. Coup de foudre. Donc, rendez-vous manqué. Et puis, on s'est revus 2 ans plus tard. Et puis, on s'est jamais quittés. Toi, c'était comme une évidence quelque part quand tu l'as vu la première fois, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un truc, j'ai dit, waouh. Et puis, après, j'ai dit, c'est la mère de mes enfants. Et puis, elle voulait pas d'enfant. J'ai dit, c'est la mère de mes enfants. Je lui disais, je la présentais, je dis, la mère de mes enfants. J'ai pas d'enfant. Je sais pas, elle avait peur. En fait, elle avait peur de l'accouchement. Je disais dès le début, c'est la mère de mes enfants. Et je lui ai dit, attends, je te le dis maintenant, premier jour, comme ça, c'est pas une surprise, c'est pas... J'ai dit, à 40 ans, si on n'a pas d'enfant, je te quitte. Mais, en tout bien, tout honneur. J'ai dit, mais je te le dis, j'avais 33 ans, j'ai dit, tu le sais, comme ça, si ça se termine à 40 ans, tu peux pas dire, t'es un salaud, tu me l'as pas dit, je t'ai prévenu. Et puis, à 40 ans,
j'ai eu mon fils. Ça a été mon cadeau pour mes 40. Ah, c'était pas avant, ça arrivait 2 à 40, jours avant hein. la fin de l'ultimatum. Ouais, alors. Ouais. Ça a été... Ouais, ils ont dû déclencher. Il a Chrono, déjà ouais. fait ses valises. Ils ont déclenché l'accouchement à 8 mois et demi ça. parce que sinon Les valises étaient devant la porte. C'est important de se sentir aimé. Comment on sait qu'on se sent aimé, Franck, dans un couple? C'est le sentiment de liberté qui donne le sentiment d'amour. En fait, enfin, à mon sens, hein, et le sentiment de liberté, c'est quand je ne me sens pas obligé d'aimer l'autre. C'est que là, en fait, que moi je me sens aimé dans un couple. C'est quand l'autre me donne la liberté. Il disait tout à l'heure être et oser être. Et si, en fait, au contact de l'autre, je dois constamment me corriger, j'aurai jamais le sentiment d'être aimé. Si je dois me fliquer à chaque instant pour correspondre à des attentes plus ou moins farfelues, j'aurai jamais le sentiment d'être aimé. Quand l'autre me donne la liberté d'être moi, et quand à côté de l'autre, j'ai pas besoin de changer mon comportement, je me sens aimé. Donc tu te sens aimé quand tu ressens que tu es pris tel que tu es, en fait. Ouais, je me sens aimé lorsque l'autre n'a pas peur de moi. Parce qu'au fond, c'est ça. Les gens, quand ils vous prennent pas tel que vous êtes, c'est pas parce qu'un défaut ou une façon d'être est insupportable. C'est parce que ça lui fout les jetons. Simplement parce qu'il se dit, mais alors si ça ouvre par là, et ça va aller où, et etc., etc. Et on fait d'une petite histoire une montagne. Et donc, quand l'autre n'a pas peur de toi, tout se passe bien. Et je pense que les problèmes de couple, en fait, sont fondés sur ce truc-là. Quand l'autre est vécu comme une menace, d'une manière ou d'une autre. Il va me broyer mon petit cœur, donc je vais tout de suite mettre la main dessus et je vais lui expliquer comment il doit être. Et là, c'est la fin du couple à la cool. Ça peut continuer, mais là, ce sera pas tendre. Donc, pour moi, qui ai maintenant décidé d'ailleurs de vivre mes couples à la cool, c'est-à-dire je ne supporte plus la pression, je n'accepte que de vivre dans un espace de tranquillité, de liberté, de peinardise. Ça consiste pour moi effectivement à me sentir libre d'être moi, où que je sois, quand que ce soit. Quel type de pression? Un exemple de pression. La pression, en fait, c'est quand tu sais que si tu prononces ce genre de mots, à la fin de la soirée, on va dire un. T'as vécu avec mes ex, toi. Et, oui. Il connaît oui, c'est ça. Et ce type de pression, en fait, hein, qui va prendre deux formes. Hein, c'est soit tu te fais engueuler, et donc il y a une espèce de pression à t'es la mauvaise personne, donc tu dois être une merde et tu vas virer. Ou alors la pression inverse, c'est-à-dire en mode je vais pleurer, voilà le mal que tu m'as fait. Mais dans les deux cas, en fait, il faut que je te fasse mal comme j'ai eu peur d'avoir mal. Et là, non, c'est pas jouable. Moi, je veux pas vivre dans cette pression. Ouais, bravo. Et t'as comment tellement raison. Comment on en arrive là, vous qui avez justement à se sentir soi-même et être pris tel que l'on est dans le couple, vous qui avez beaucoup plus d'expérience de... Prenez des notes pour votre couple. Non mais tout est enregistré. Hein. Moi je regarde, je revisionne en boucle derrière, hein, parce que ça a besoin de s'intégrer. Mais vous justement qui avez beaucoup plus d'expérience que moi, vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure. Comment on en arrive là, à votre avis, justement, à avoir ce sentiment d'être aimé tel que l'on est, de se sentir aimé dans le couple? Mais j'ai l'impression que les hommes et les femmes ne veulent pas les mêmes choses. Mais c'est faux. C'est faux. Non, on ne veut pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. J'ai l'impression qu'un homme, c'est très simple. Très simple. Alors explique-moi, Anthony, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Un homme, c'est simple. Un homme, c'est comme une voiture des années 70, le moteur est simple, il y a le carburateur, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il y a zéro électronique, il n'y a rien, tu changes, voilà, c'est la bougie, merde. Là, tu changes, pas, allez, mets un peu de gasoil, c'est parti, oui. Il n'y a pas de clim, c'est pas grave. Un homme, c'est simple. Vous voulez garder votre homme? Oui. Je vois les femmes dans la salle qui me regardent. Ouais. Avec ça va être notre un mélange de mépris et de curiosité. Et d'espoir. Un mélange et d'espoir. 3 S. Sexe, silence, un sandwich, un steak, une entrecôte, un petit truc. Et une femme, il y a plein d'électronique. Un ordinateur. Il y a un ordinateur. Mais j'ai compris pourquoi avec le temps. Les hommes vont communiquer leur amour pendant l'acte, ou l'homme après l'acte, ou pendant l'acte, l'homme va s'ouvrir. C'est vrai. C'est bon pour la santé aussi. Hein. C'est très bon pour les cheveux, mesdames. C'est autrement, je vous dis ça. Très bon pour les cheveux, faire l'amour, c'est bon pour les... Oui. Lui, il l'a trop fait. Merci, je préfère cette version. Non, alors, juste l'harmonie à la maison. Pas l'engueulade tout le temps. Je l'ai vécu avec Alex quand on a commencé. Je lui ai dit, quand je rentre, donne-moi juste 1 heure. Je rentre, je décompresse,
je vais regarder la télé ou pas, je sais pas, n'importe quoi, je vais jouer avec les enfants, mais juste 1 heure, et puis après, on peut discuter de tout ce que tu veux me parler de ta journée, et j'ai aussi appris que quand une femme me parle en rentrant à la maison, c'est pour communiquer, pour échanger, pas pour que je règle ses problèmes. Les hommes, on est toujours en mode... quand un homme a un souci, il essaie de le régler seul, tourne en rond, ok, j'ai pas trouvé... 3 mois plus tard, il a pas trouvé la solution. Il va voir son pote Franck. Là, il regarde Franck dans les yeux. Et là, il dit Franck, blablabla. Il lui parle, il lui pose des questions. Il va voir Franck pour que Franck l'aide. Il dit, c'est un autre mec. J'ai besoin d'un autre mec parce que pour comprendre tout ça, on met où le verre? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait ça. On construit. Tandis que la femme va juste communiquer. Je veux communiquer avec toi. Je veux partager. J'ai vécu ça aujourd'hui. J'ai vécu ça. Il y a Julie au bureau. Elle est folle. Il y a ci, il y a ça, il y a machin. Ah, ma DRH, je la déteste. Ma DRH, elle veut me détruire. Il y a tout ça. Il y a... Mais et l'homme, lui, quand il entend ça, il dit bon, ok, c'est bon, j'ai une stratégie. On va trouver, écoute, la DRH. Je vais détruire ta DRH. Ouais, la DRH. On va lui crever ses pneus. Et puis tu lui dis ta gueule. Et puis tu la regardes dans les yeux comme ça. Puis bon. Alors c'est pas ce que la femme veut. Elle veut juste partager sa journée. Se confier. Le mec. Donc j'ai appris à déconnecter ça, ce côté masculin de je veux régler tes problèmes quand tu rentres à la maison et tu me parles de quelque chose. J'écoute beaucoup. On a une attraction, les hommes et les femmes ont des attractions asymétriques. On ne recherche pas les mêmes choses. Il y a une explication aussi à ce genre de vision, qui est l'idée que le principe féminin de manière globale, ce serait le principe intérieur. Et le principe masculin, sans même en sortant des hommes et des femmes, pour tout le monde, le principe extérieur. Donc si on se fie à cette idée-là, on pourrait dire que les hommes, eux, vont être confrontés directement à un monde fini, c'est le monde extérieur. Donc effectivement, beaucoup de femmes, moi, me disent en stage, mais pourquoi mon mec se pose pas plus de questions? Pourquoi il creuse pas? Pourquoi il recherche pas? Pourquoi il se contente de ce qu'il a? Et la réponse est simple, c'est que la plupart du temps, il se contente réellement de ce qu'il a. C'est-à-dire, t'es là, t'es en bonne santé, les enfants dorment, leur lit est sec, ils ont bien mangé, il y a un toit au-dessus de la... C'est bon. C'est fini. Prenez des notes, mesdames. Prenez des notes. C'est plein. Prenez des notes. Donc, mais c'est parce que, étant branché sur le principe extérieur, nous, on arrive très vite à quelque chose de fini. La matière est finie. Le principe féminin, qui est donc un principe intérieur, lui, est dans le monde de l'infini. C'est effectivement, une femme va se dire, ok, j'ai tout ça, mais il y a mieux, et je peux aller plus loin, et je peux aller plus profondément, et qu'est-ce qu'on peut encore tirer de là, et comment on pourrait jouir encore de plus d'intensité, et presque elle peut, mais pourquoi tu te contentes de ça? Ben parce que t'es là, et que tu sois là, je suis déjà plein, moi. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et les hommes, eux, ont un mal, par contre, du mal à comprendre pourquoi leurs femmes, elles, ne se sentent pas pleines de leur présence. Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas fonctionnel, j'en fais pas assez, j'en fais jamais assez. Ce qui dit chez lui le truc de, on a envie de les réparer. Parce qu'on a le sentiment qu'on n'en fait jamais assez. Mais c'est pas parce qu'on n'en fait jamais assez, c'est parce que le principe intérieur féminin va au contact de l'absolu. Donc, il y a des questions qui sortent, mais il a raison. À aucun moment, elle demande une réponse. C'est de la communication, c'est le principe. Donc ça crée une distorsion dans la communication où il y a un mec qui a juste envie de se taire parce qu'il se sent plein, et une femme qui a juste envie de parler parce qu'elle est en contact avec l'infini. Et ça, effectivement, ça crée une différence. Cela dit, j'ai le sentiment que malgré ces deux stratégies différentes pour aller quelque part, on va au même endroit. C'est-à-dire que oui, nous avons des stratégies différentes pour aller au même endroit qui est aimer et être aimé. À la fin, en fait, on est vraiment sur le même truc. C'est vrai. Et Anthony parlait aussi des attentions. Tu parlais des attentions que tu avais justement. Est-ce que pour se sentir aimé, être aimé, si on veut que l'autre sache qu'on l'aime aussi, est-ce que justement un je t'aime de temps en temps ou régulièrement ça suffit, ou est-ce qu'il y a aussi des actes d'amour, par exemple des attentions, ça peut faire partie aussi Ah, complètement. Alors, je disais dans la vingtaine, j'étais très fleur bleue, donc mon côté féminin était très présent, côté masculin était un peu plus faible, puis en vieillissant, ça s'est équilibré un peu plus. Fais gaffe, hein. Ça s'est équilibré un peu plus. En revanche, quand j'ai équilibré plus mon côté féminin et masculin, j'ai eu plus de difficultés à communiquer mes émotions. Ah. J'étais comme ça dans la vingtaine, où mes émotions avec une femme, c'était moi la fille en fait. Dans le sens, quand je dis ça, je communiquais plus. Quand mon masculin est monté un peu plus, il y a eu un truc assez bizarre, ça s'est refermé
la communication. Il y a un phénomène qui était nouveau pour moi. L'émotion, en tout cas, l'émotion monte. Et puis, ça s'arrête là. Ça sort pas. Ça fait « je t'aime ». Je t'aime. Je l'entends dans ma tête. Je regarde ma femme. Je lui dis « je t'aime », mais ça sort plus. Je t'aime. Et donc, je vais lui montrer que je l'aime. Avec un geste. Je vais faire quelque chose pour elle. Au lieu de le communiquer comme ça. Ce qui est pas toujours bien. Moi, je trouve que c'est une super piste. Ouais, moi, je suis assez là-dessus. Je pense que la plupart du temps, on dit je t'aime pour ne pas avoir à aimer. Tout simplement. Parce que, au lieu d'avoir à mettre dans son regard, dans son geste, cette intention d'amour qui demande du temps, de l'énergie et de l'amour, donc, on a juste à informer l'autre. Je t'aime, hein, tu le notes dans un coin. Tiens, je te fous un post-it sur le frigo, puis comme ça, t'es informé, tu vois. Et, pour moi, les attentions dont tu parles, elles doivent être directement reliées à nos intentions. C'est-à-dire que c'est pas tant de poser une attention, penser à toi, je t'offre une bague, je t'offre un bouquet, je te balance un je t'aime. Ok, mais c'est pas l'attention, c'est quelle est l'intention qui supporte cette attention. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? Qu'est-ce qui est là? Je discutais la semaine dernière avec un gars en stage qui a compris pendant le stage un truc tout bête, c'est que il me disait, moi mon père il m'a jamais dit je t'aime, et il était triste de ça. Et dans le stage, il a compris en fait que son père était pas de ceux qui parlent, mais de ceux qui agissent. Et il a vu en fait que chacun des actes de son père, toute sa vie, ça a été de montrer à son fils qu'il lui offrait son temps, son énergie, son amour. Et il a compris en fait que ça avait démultiplié cet amour, de ne pas l'avoir nommé. Et qu'il y a effectivement quelque chose dans comment nos anciens pouvaient pratiquer le truc, dans savoir tenir son silence et tenir son énergie. Il y a quelque chose de noble aussi là-dedans. Alors, je parle pas d'un blocage où on est incapable de donner parce qu'on est trop radin pour dire un je t'aime, mais je parle en fait de à quel point lorsque l'énergie est contenue, elle prend de la puissance. Mais ça envoie un truc phénoménal parce que c'est contenu. Et c'est ça en fait, manager avec son intention. L'attention, d'accord, mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Est-ce que je t'achète là, ou est-ce que je te dis, est-ce que je suis vraiment en train de vouloir faire quelque chose en dessous, tu vois, de gratuit, de profond. Donc les attentions, ok, c'est vraiment relié à l'intention sous-jacente. Et c'est pour ça que avec nos sentiments d'être aimé, pas aimé, etc., il y a quand même un truc à se rappeler, c'est que nous, on attend l'amour sous une forme. J'ai envie d'être aimé comme ça, je veux que ça arrive par là. Et très souvent, en fait, notre attente de cet amour qui doit arriver dans cette direction, sous cette forme-là, nous rend complètement sourds et aveugles à l'amour comme il arrive. C'est-à-dire laisser l'autre aimer comme il aime. Pas le forcer à aimer comme on veut être aimé. Anthony aime à sa façon, moi j'aime à ma façon, et évidemment les femmes avec qui on vit peuvent attendre quelque chose, il va falloir qu'elles se débarrassent de cette attente si elles veulent savoir comment on aime. Et c'est ça aussi, recevoir l'amour en tant qu'homme de la même manière, c'est laisser aussi sa femme nous aimer, de voir en fait comment elle, c'est quoi à elle sa façon d'aimer. Et ça aide beaucoup parce que ça nous aide à décoder les messages. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de messages que j'interprétais de mes ex comme des messages chiants qui, au fond, étaient des messages d'amour. Sauf que si tu regardes juste le message, tu dis « Attends, qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» Alors que ce qui était en dessous, c'est « Je veux te garder, j'ai peur que tu disparaisses, je veux qu'on aille plus loin. » Et la forme du message te disait « Vas-y, dégage », et le fond était splendide d'amour. Donc c'est bon de se brancher sur c'est quoi l'intention de la personne qui est là à côté. Et chez moi, c'est quoi l'intention? Qu'est-ce qui part de moi? D'où ça part chez moi? Pourquoi je dis cette phrase et elle va où? Se sentir aimé, est-ce que ça signifie finalement la fin du sentiment de solitude? Se sentir aimé, oui. Mais tu peux te sentir très seul dans le couple. Ça m'est arrivé de me sentir plus seul dans mon couple que seul... T'es en train de parler du sentiment d'incompréhension. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand t'es dans un couple et que t'as le sentiment que l'autre est en parallèle de toi, qu'il y a une espèce de miroir invisible entre vous, tu te dis, mais putain, pourquoi ça matche plus? Là, tu te sens d'une solitude, c'est infernal. Quand, en fait, par exemple, tu vois, tu vas poser une action. Ton intention, c'est dire à l'autre, c'est pour toi. Et que l'autre, en fait, le prend, par exemple, comme du mépris ou une agression. Et là, d'un seul coup, le sentiment d'incompréhension te projette immédiatement dans de la solitude. Et une fois de plus, ça marche dans les deux sens. La solitude, en fait, elle n'a rien à voir avec la sensation physique. La solitude, c'est être non connu de l'autre. Dès qu'on n'est plus connu, nous devenons seuls.
Et effectivement, on peut le vivre dans un couple, n'importe où. D'où cette idée pour moi que, effectivement, l'amour dans le couple, c'est se savoir connu d'un autre et connaître un autre. Ouais. C'est ça, se savoir connu dans ses parts vulnérables. Se sentir connu dans notre version grandiose, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ça, il peut le ramasser tous les jours sur scène. C'est se sentir connu dans sa part vulnérable de celui qui a besoin d'être soutenu, d'avoir le droit d'être un con et d'être aimé quand même. Parce que sur scène, il n'a pas forcément le droit d'être con. Le public va peut-être pas lui pardonner d'être con. Sa femme, oui. Si elle lui pardonne pas ça, c'est où qu'il a le droit de respirer, le gars. Donc évidemment, c'est des moments où être connu, c'est être connu dans ce qu'on peut appeler notre part vulnérable ou d'ombre ou machin, et que moi j'appellerais simplement notre part humaine. Que fait-on quand on se sent moins aimé, mal aimé, que les comportements changent au fil des années? Camille a une problématique, et on va l'écouter. Ok. Ça fait 2 ans que je suis en couple, ça se passait très très bien, jusqu'à il y a quelques mois où mon compagnon a une grosse perte de désir, a pris beaucoup de distance, même si effectivement ça se passe très très bien, cette perte de désir, je le vis vraiment dans ma blessure de rejet de façon profonde et ça me rend assez démunie et perdue et je sens le besoin d'aide. Merci beaucoup d'avance. L'histoire de Camille, ça peut parler à pas mal de gens, justement. Je pense qu'elle n'est pas la seule à vivre ce genre de situation. Mais il peut avoir plusieurs raisons. Ah, mais bien sûr. Son mari, il l'aime encore, il lui dit encore qu'il l'aime, mais il n'a plus envie d'elle. Mais comment faire peut-être pour... Il peut avoir 12 raisons. Mm-hmm. Mais Franck a déjà trouvé la raison du problème de Camille. C'est sûr qu'il peut avoir plein de raisons. C'est multifactoriel. En fait, elle en a dit beaucoup plus que ce qu'on entend. Par exemple, quand elle dit que ça résonne sur sa blessure de rejet, elle nous indique en fait que le désir de son homme renvoie sur l'idée de combler son rejet. C'est-à-dire qu'elle utilise le levier de la sexualité comme étant un levier lui permettant de vérifier à quel point on l'adopte et on ne la rejette pas. Donc, elle n'est pas en train de proposer de la sexualité. Ça n'est pas gratuit, ça n'est pas un élan de plaisir. Il s'agit pas de s'éclater ensemble. Il s'agit d'aller vérifier que l'autre n'est pas une planche pourrie et qu'il est bien le gars qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire qu'il allait pas me rejeter. Donc déjà, elle nous donne cette indication qui est quand même forte dans son truc. Ensuite, elle nous parle également du sentiment d'être démuni. Et être démuni, en fait, c'est cesser de posséder. C'est ne plus avoir entre les mains. Je pense que c'est ça la racine même du mot, être démuni. Et derrière ça, en fait, il y a le sentiment de ne plus pouvoir tenir son mec. D'ailleurs, elle en parle en parlant de distance. Tout ça, c'est dans son langage, il n'y a pas besoin de deviner, c'est elle qui est en train de nous proposer ça. En gros, elle nous disait, pendant 2 ans, je l'avais en main, et je le tenais avec le levier de la sexualité pour obtenir les preuves que j'étais profondément aimé. Et là, il est en train de me glisser entre les doigts, je suis démuni, et il prend de la distance. Le gars est simplement en train de prendre de la distance parce que lui ne se sent plus aimé. Il est devenu l'outil à réparer la blessure de rejet de Camille. Le gars n'a pas comme fonction thérapeute. Le gars n'est pas censé être un sparadrap ou un bouche-trou. Le gars est censé lui aussi trouver une relation harmonieuse et profonde dans cette affaire-là. Et si, en fait, dans son désir d'avoir la preuve que plus le couple dure, plus ça pourrait être violent pour elle de se sentir rejetée, plus elle met de contrôle, de maîtrise, et plus elle utilise le levier de la sexualité, du désir, comme des points de pouvoir pour garder son mec en main, plus lui a envie de se barrer. Personne n'a envie de se sentir prisonnier d'une relation. Si on se sent pas libre d'être là, on n'a qu'une envie, c'est d'être ailleurs. Hein. Donc plus, en fait, elle veut le tenir, plus il prend de la distance, et c'est proportionnel. Donc, en fait, elle nous en donne plein des clés. Il y en a plein des raisons, mais la raison, elle nous la donne. C'est si elle accepte de vivre cette espèce d'état suspendu qu'il y a à être dans une relation, se sentir bien la vivre, et ça va lui foutre les jetons, c'est normal. Elle a peur, c'est normal. À chaque fois que elle est aimée, l'expérience passée lui a dit à chaque fois que je suis aimé, je prends 2 tartes dans la gueule à la fin. Tu m'étonnes que la meuf a la trouille. Mais si cette fois, elle respire pas cette peur, en disant ok, j'ai peur, mais je suis pas en sucre. J'ai peur, mais je plonge et j'accepte le sentiment de cette peur. Là, ça va passer. Pourquoi c'est judicieux de garder cette peur et de vivre cette peur, de pas essayer d'éradiquer cette peur? Tout simplement parce que cette peur, elle est fonction de l'amour qu'elle porte à cet homme. En fait, si elle ne l'aimait pas, elle aurait pas peur. La profondeur de cet amour, c'est la profondeur de cette peur. Et plus elle va travailler à éradiquer cette peur, plus elle va travailler à éradiquer son sentiment d'amour. Par exemple, quand on a ça, qu'on a peur de perdre l'autre, en fait, on est en train d'éradiquer
son amour pour l'autre, c'est ça que tu veux dire en fait. C'est-à-dire que la peur et l'amour étant les deux faces de la même pièce, plus tu travailles à éradiquer la peur, plus tu travailles à éradiquer l'amour. Et à la fin, tu te retrouves dans une relation de cohabitation parfaitement tendre où effectivement elle va trouver de l'affection, mais le sentiment amoureux, lui, aura disparu parce que c'est lui qui crée la peur. Comment sait-on qu'on est amoureux de quelqu'un? Tu sais, on a les mêmes sentiments que la veille de l'examen, t'as des petits papillons dans le ventre, tu peux plus bouffer, t'es amoureux. C'est vraiment la peur que l'autre disparaisse qui te dit je l'aime. Donc si je fais disparaître la peur, je fais disparaître l'amour et je peux donc soit c'est la fin du couple, soit je me retrouve dans une relation, oui, affectueuse, tendre, dans un truc où personne veut faire de mal à personne, mais le sentiment amoureux, lui, aura disparu. Alors la tentation, justement, quand peut-être on a peur de perdre l'autre, c'est peut-être justement d'essayer... de se saisir, oui. Ouais, voilà, de s'en saisir, etc. Parce que tu en parlais au début de la réponse de la question, tu disais... on ne se sent pas libre et le risque, c'est que l'autre se sente prisonnier. Oui, effectivement. C'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que si je fais des pieds et des mains pour que l'autre ne disparaisse pas et que j'utilise des leviers, donc le désir, la sexualité, le pouvoir, la culpabilité, pour maintenir l'autre en place. Après, je peux même mettre les gamins au milieu, l'histoire de bien mettre des enjeux de culpabilité un peu plus profonds et que je joue à, en fait, garder l'autre avec toute une stratégie. Du coup, l'autre est là, mais il est là parce que je l'ai coincé. Comment je peux me sentir aimé par quelqu'un dont je sais déjà qu'il est pris dans ma toile? C'est uniquement si je donne à l'autre la liberté de s'en aller et qu'il choisit de rester que là, je vais me sentir vraiment aimé. Si l'autre n'a pas la liberté de partir, il n'a pas la liberté de m'aimer. C'est aussi bête que ça. Et donc là, elle a une fois de plus toutes les clés. Lorsqu'elle acceptera l'idée de rencontrer de nouveau ce qu'elle appelle le sentiment de rejet, que moi j'appellerais plutôt un sentiment de solitude, que ça puisse arriver, et qu'elle libère cet homme de cette pression en lui disant « Je t'aime assez pour que tu ne sois pas dans ma vie. Je peux t'aimer au point que tu ailles ailleurs. » Là, d'un seul coup, s'il reste, elle se sentira profondément aimée. Et c'est quelque chose à renouveler. Je te permets de ne pas être là, et du coup, je te permets d'être là. Lorsque je te force à être là, je t'oblige à disparaître au fond. Donc si on doit retenir dans cette première partie peut-être 2 idées, c'est on se sent aimé quand on a cette liberté d'être soi et qu'on se sent aimé pour tout ce qu'on est. Ouais, ça me paraît un point important, mais on pourrait retenir ça. Et peut-être cette idée que tu viens de développer, pour moi ça me parle beaucoup, laisser le choix à l'autre d'être là pour se sentir vraiment aimé, pour savoir que s'il reste, c'est vraiment pour soi, c'est ça? Libérer l'autre. T'as compris la même chose, Anthony? Oui, oui. Il y a une chanson de... C'est qui? C'est Sting. Free, free, set them free. C'est Sting qui chantait ça? Free, free. Mais c'est mieux quand c'est toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est marrant que tu dis ça parce que justement la transition sur la deuxième partie, c'était on allait le faire en musique. Alors je propose de le faire. Bah oui, c'est marrant. I got you. I got you. Loving you for the rest of my life. I won't lose another evening. Never gonna change my mind. No man ever told you. I said no man ever told you. I got you in the morning. Loving you for the rest of my No Man Ever Told You. C'est une de tes chansons? C'est une de mes chansons. C'est génial. Ça me fait vraiment un truc. Ça marche sur moi, ça. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Quand j'étais petit, il y avait une musique qui m'allégeait le cœur. Vraiment. C'est Stevie Wonder qui chantait ça. Et ça me fait exactement ce même genre de feeling. Ça me fait le même. Ça m'a emmené au même endroit. Là, c'est le méga compliment. Stevie, c'est un modèle. Donc, ça m'a fait ça. Écoute, tu pourrais écouter son EP, Anthony, qui s'appelle Finally, qui contient 7 titres. Oui, c'est Finally, enfin. Parce que enfin. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Ça faisait 30 ans que j'attendais. C'est ça, parce que, en fait, finalement, moi, je suis pas si étonnée, je sais pas ce que t'en penses, Franck, mais ça me surprend pas, finalement, de t'entendre chanter, parce que j'ai toujours on chanté sait que sur scène, voilà, etc. Donc, voilà, c'est ça. Mais j'avais envie de chanter mes chansons. Quand on écoute ça, ça sent la joie. C'était le but de l'opération. Comment tu fais pour te retrouver dans le studio d'un mec et te mettre à envoyer de la joie tout seul? On est deux, on est dans le machin. Comment tu te branches sur quoi? Franck, c'est une excellente question. Merci. J'ai dû... c'est pas évident parce que j'ai toujours chanté sur scène. Et là, de me retrouver en studio avec un mec en face de moi qui dit « Vas-y, chante ».
Et sois là, joyeux. Non, mais je me sentais, là, t'entends tout, t'entends les défauts, tout est décuplé, et puis, j'avais de la difficulté justement à faire sortir cette émotion que je fais sortir naturellement sur scène. Où j'ai même pas besoin d'y penser. Oui, bah, il y a les gens. C'est naturel. Et là, donc, je fermais les yeux, j'imaginais que j'étais sur scène, j'entendais la foule. Et puis, ok, on y va. La joie, je faisais monter la joie à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Voilà, papa. T'as pensé à moi? Oui, j'étais fort. Franck, j'étais... I got you! Là, je partais. C'est fort, n'empêche. Et puis, il fallait que je génère tout ça. Voilà. Quand j'étais heureux, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Et c'est la PNL qui m'a aidé pour ça. Oui, c'est les perceptions, ça. C'est très oui, c'est la PNL, c'est tout à fait la PNL. Donc ça a été un bon outil. Et puis bon, on est parti, puis ça a marché. Alors. Très content. Donc on a fait 7 titres et puis je suis assez fier du. C'est pas sorti officiellement en France, mais c'est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez même l'acheter. Mais c'est disponible sur toutes les plateformes à travers le monde. Dans le clip, tu es accompagné de danseurs de swing, de hip-hop. En fait, il y a de la joie, il y a du groove, Anthony, mais tout ça pour parler d'amour. Parce qu'elle raconte quoi, cette chanson? C'est un homme qui a finalement trouvé la femme. Voilà. Qui a trouvé la femme, et puis il a plus besoin d'autre chose. Il a plus rien à prouver. Il jette le numéro de ses anciennes conquêtes. Toutes les filles, je jette tout, c'est toi. Et puis il lui dit aussi, toi aussi, tu jettes les deux. Tout de suite. Tout de suite. Hein, ton Insta, là. Tu supprimes ton Insta. Et puis, allons-y. Partons ensemble à l'aventure. Je t'aime. Et je vais te dire des choses qu'aucun homme ne t'a racontées. Professer mon amour. Ok. Parce que c'est bien la traduction, parce que tu as mon niveau d'anglais. Je vais te dire des choses que tu n'as jamais entendues dans la bouche d'un autre homme. J'avais pas tout compris. Et tu envisages de nous chanter une chanson d'amour en français ou quoi, là? Parce que. Un jour, peut-être, oui. Avec le. Si tu crois que c'est fini, jamais. Mon Dieu, possédé par l'esprit de Garou. Tu dis que le rire, c'est le ciment du couple, en tout cas avec ton public. C'est un médicament, c'est ce que tu dis aussi. Et la musique, c'est quoi pour toi? Oh, c'est aussi un médicament, la musique. C'est pas le ciment du couple, mais c'est un médicament. La musique, on ressent la musique et on doit comprendre l'humour. Donc, c'est 2 tripes complètement différentes. L'humour, c'est intellectuel. Parce que si tu comprends pas les références, tu comprends pas la langue, tu vas pas rigoler. Tandis qu'en humour, en chanson, t'as qu'à ressentir ce qui émane de cette musique. Même si c'est en japonais, en coréen, je ressens un truc, ça me fait du bien. Donc, la musique c'est un baume pour mon âme, si on veut. Un baume pour ton âme, oui. C'est bien dit, c'est bien dit. On va aborder la deuxième partie de cette émission, parce que là, on a beaucoup parlé d'aimer, de se sentir aimé, on a écouté une chanson d'amour. On a une autre question sur le rôle de l'homme. C'est une question de Nicolas. On va mettre nos casques et on va l'écouter. Est-ce que Nico est dans la salle? Oui? Non? Il est dans le casque, Anthony, il est dans le casque. Il est dans le casque, pardon. Je me rends compte que vivre, pour moi, c'est changer, je crois, d'environnement régulièrement, que ce soit les amis, que ce soit le lieu. Finalement, quand on est soi-même énormément dans le mouvement, dans plein de domaines de vie, comment est-ce qu'on peut représenter quelque chose de stable pour son épouse? Et du coup, comment être un roc stable et de confiance? Est-ce que c'est important, ou j'allais dire dans l'ordre des choses, d'être un pilier pour son épouse quand on est un homme? Ça, c'est une question pour Anthony, c'est lui. Non, c'est toi. Je veux dire, à toi, Franck. C'est ça que tu as commencé à en parler. Yes. Pour moi, non, ça, c'est des contes pour enfants, cette histoire de rock et de stabilité. Les femmes sont pas des trucs en sucre fragiles qui ont besoin d'un guignol surpuissant à côté pour les protéger de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On est en 2022, il faut qu'on remette un peu nos pendules à l'heure. Pour une personne comme Nicolas, rassurer sa femme ne consiste pas à devoir se couler les pieds dans le béton et plus jamais bouger de sa maison. Il s'agit une fois de plus d'une attitude. Soit tu as une attitude rassurante, et c'est simplement parce que tu es réellement dans ton couple.
soit tu as une attitude flippante parce que au fond tu n'es pas tant que ça dans ton couple et il n'y a pas trop moyen de tricher. Vous vous rappelez en fait que les humains et les femmes en premier lieu, Anthony nous rappelait tout à l'heure à quel point justement elles avaient un contact direct avec leur monde émotionnel. Les femmes ne dorment pas. Quand elles sentent que t'as pas envie d'être là, elles le sentent. Quand elles sentent que t'es à moitié à côté, elles le sentent. Quand elles pensent que t'es branché sur la meuf d'à côté, elles le sentent. Et on a beau après faire des démonstrations de logique et de rhétorique pour leur expliquer à quel point elles sont névrosées et que pas du tout il se passe rien, elles dorment pas. Donc s'il veut rassurer sa femme, il a qu'à être rassurant, pas être stable. Il s'agit pas de ne pas bouger. Il s'agit en fait d'être réellement dans ce couple-là. Donc Nicolas, c'est simple. La démonstration n'est pas une démonstration physique, c'est une démonstration d'intention. Une fois de plus, elle va où ton énergie? Quand t'y es, et ta femme, elle est rassurée. Quand t'y es qu'à moitié, t'y es qu'à moitié, à toi de le reconnaître aussi. C'est pas si compliqué, en fait, pour un homme de reconnaître son besoin d'être désiré, son besoin d'être important dans les yeux des femmes, son machin. Et donc, on peut aussi rassurer sa femme en disant oui, t'as pas dormi, t'avais raison, il y avait vraiment une part de moi qui partait là-bas. J'avais pas l'intention d'y répondre au fond, mais j'ai pris plaisir à ressentir ce truc-là, et ouais, excuse-moi, je comprends ton flip, je suis là. Et c'est toujours une histoire de communication, d'intention sous-jacente et de clarté avec soi. Donc je pense que Nicolas, il peut se brancher sur lui et se dire bon ok, attention, parce que j'aime bien courir le monde, mais est-ce que j'aime aussi vérifier constamment mon pouvoir sur les femmes, dans les yeux de ces femmes? Et est-ce que c'est pas ça qui mettrait ma femme dans l'insécurité? Est-ce qu'elle est en train de me demander d'être là physiquement ou est-ce qu'elle est en train de me demander d'être là? Tu vois, parce que souvent, nos femmes nous connaissent mieux que nous. Et moi, j'ai mis du temps à capter. Et elles sont malines, ces créatures. Et souvent, peut-être, cette situation peut peut-être nous amener sur la recherche de garanties. Oui. Qui fait partie des attentes aussi qu'on peut trouver dans le couple. Là, garantie, je sais pas, comment tu fais, toi, quand tu obtiens une demande de garantie? Tu signes des trucs? Non, il y a pas de garantie. Et puis, il y a la garantie de fidélité, mais il y a d'autres types de garanties aussi. La garantie que l'autre soit toujours là, la garantie que... Oui, qu'on sera toujours aimé, etc. Qu'on sera toujours aimé. C'est ça. Moi, je considère... C'est des preuves aussi, on cherche des preuves qu'on peut compter sur lui. C'est ça. Je pense en fait que quand on demande une garantie, on demande une preuve à l'autre, une garantie à l'autre que l'autre ne peut pas nous fournir, tout simplement parce que personne ne connaît demain. C'est pas plus compliqué que ça. On ne connaît pas demain. À tout moment, on peut débarquer à Montreux et tomber sur une Alexandra. Et où qu'on soit, voilà, tu vois. Et ça se calcule pas. C'est un bon exemple. C'est juste pas écrit. Donc, comme il y a aucune possibilité de connaître demain, à chaque fois qu'on va offrir une garantie, on va offrir un mensonge. Et ce mensonge, c'est ce mensonge-là qui va insécuriser madame. Ou monsieur d'ailleurs. À chaque fois que vous demandez une garantie, vous demandez un mensonge. Et ce mensonge, lorsque vous l'avez obtenu, vous dites « Ah, mais c'est encore plus flippant ». Bah oui, quand un gars te dit « Je t'aimerai toujours », c'est flippant. On sait que c'est un mensonge. Quand une femme te dit « Je serai là jusqu'à la fin », tu te dis « Mais de quoi tu me parles? Tu connais pas demain. » Donc c'est flippant. Je comprends ta promesse, je comprends ton envie, mais en fait, c'est insécurisant tous ces mensonges. Et c'est là, si tu veux, que je reviens à ce point que j'ai effleuré au début quand je disais avec cette femme-là, je ne veux pas vivre dans la peur et je ne vivrai pas dans la peur. Et tout ça pour une simple et bonne raison, c'est que je suis prêt à la perdre. Et c'est ça qui change tout. Donc en fait, pour être en couple, pour vivre sereinement son couple, faut être OK avec la rupture. Faut être OK avec... Pour moi, c'est la clé. Faut essayer de... Mais toutes les souffrances qu'on n'aurait pas vécues, si simplement nous avions été d'accord sur cette idée, il se peut qu'on passe un très sale moment. Si on n'accepte pas l'idée d'un chagrin d'amour, je vois pas comment on peut accepter l'idée d'une histoire d'amour. Les deux sont liés. Il n'y a pas de chagrin d'amour sans histoire d'amour. Et tous ces gens-là qui veulent vivre des histoires d'amour sans jamais effleurer l'idée qu'ils puissent rencontrer un chagrin d'amour, aboutissent systématiquement au chagrin d'amour. Faut être d'accord avec l'idée, sinon on le rencontre tout de suite. Derrière le mariage, est-ce que il y a cette idée aussi de recherche de garantie? Parce que toi, tu dis faut être OK avec la séparation, le fait que... C'est une question que je me posais. Ouais, moi ça me, alors perso, derrière le mariage, ça pose pas de problème dans la mesure où le divorce existe, on s'en fout. Vous allez être ensemble toute votre vie. Oui, c'est ça. Mes grands-parents ont été ensemble, oui, parce que le divorce était interdit. Alors, c'est ça. Pour moi, en fait, le mariage n'est pas du tout une quête d'une signature qui déposerait quelque chose de définitif. D'ailleurs, c'est même plutôt le côté du mariage que j'aurais tendance à évacuer, du genre, bon, une fois que t'as signé, bah tu peux enfin te comporter comme un connard. De toute façon, c'est signé. Moi, c'est pas ma came. Pour moi, le mariage a été une façon
d'abdiquer un peu plus de liberté encore. Pour moi, en fait, mon rôle dans mon couple, c'est de renoncer le plus possible à ma pseudo-liberté. En fait, si tu veux, plus je renonce à ma liberté, plus je suis libre dans ce couple. Plus, en fait, je lui en donne, plus je suis à elle, plus je lui appartiens, plus j'ai tout fondu, mon pognon, ma baraque, les enfants, le mariage, les machins, et plus elle a tout dans les mains, plus je suis libre. En fait, moi, j'ai remarqué que c'était mes tentations de rester libre qui m'emprisonnaient. Que plus, en fait, l'autre a tout pouvoir, plus moi je suis libre. En fait, ce qui m'emprisonnait, j'étais le gardien de moi. Je me possédais, j'étais le gardien de moi. Il fallait que je me sente respecté. Il fallait pas qu'on me déborde. Fallait pas qu'on prenne pouvoir. Fallait pas que j'appartienne. Il fallait, tout un truc où je passais mon temps à me défendre de l'autre. Comment veux-tu faire une relation harmonieuse, peinarde, t'es tranquille, on est ensemble. On n'était pas ensemble, j'étais contre l'autre. L'autre, en fait, était un truc dont il fallait qui allait vouloir me manger un morceau, et puis moi, il fallait que je fasse en sorte qu'il m'en prenne le moins possible. Non, c'est pas possible. Ça nous ramène à la notion de l'égalité dans le couple, la recherche de l'égalité, du partage des tâches, de qui fait quoi. Je sais pas. Oula. Oui, c'est un sujet. Oui. On a une question, justement, sur cette question d'égalité des tâches. C'est une question sous forme de témoignage d'Aurore et Guillaume, donc, qui sont en couple, qui vont nous en dire plus, justement, sur la manière dont ils vivent ça. Ils ont une question pour vous. On va remettre nos casques. C'est Aurore et Guillaume, et je pense que cette histoire d'égalité, je pense qu'on est constamment en recherche de partage, d'équilibre, d'égalité, 50-50. Combien de fois j'ai fait les courses, combien de fois j'ai fait à manger, le temps que j'ai passé avec notre fille, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans notre relation. C'est même parfois complètement inconscient, et on a effectivement du mal à sortir de ce schéma. Alors, ils sont en train de compter. Équilibre. C'est une question d'équilibre. On peut pas faire des comptes. Je suis comptable. On fait les comptes. On fait les comptes. Alors il y a vraiment cette question d'indépendance et d'autonomie. Donc en fait on compte tout parce que voilà, donc toi t'as amené, nous avons payé le canapé ensemble, ok, donc toi tu vas prendre les coussins, je vais prendre la structure, et on est déjà dans comment on va se séparer avant même d'entrer dans la relation. Dans ce couple-là, il y a cet enjeu-là, et il y a même un truc qui est assez marrant, c'est que vivre un moment avec sa fille fait partie des tâches ménagères. C'est dans le vocal. C'est quand même assez. Le temps passé avec les enfants. C'est ça. Ça aussi, ça fait partie des tâches. C'est un poids. On en est où là? Mais l'égalité, en fait, c'est pas on fait la même chose. L'égalité, c'est on se traite de la même manière. Pas on fait la même chose. Faudrait quand même voir la nuance. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça nous amène sur ta fameuse équation 1 + 1 = 3. Ah oui. C'est ça, quand je m'offre et que je ne souhaite plus m'appartenir, c'est à ce moment-là que vraiment je commence à former un couple. Alors pour toi, moi, Franck, oui, pour moi, il y a effectivement quelque chose qui arrive à ce moment-là. Du moment qu'on est un couple, surgit un troisième truc, qui est pour moi une troisième entité, qu'on appelle le couple. T'avais déjà entendu parler de ça, Anthony? La troisième entité, ça te parle? Et cette troisième entité, elle est d'une puissance hallucinante. C'est-à-dire que ça n'est pas la somme de ce que Franck peut faire plus la somme de ce que Vanessa peut faire, mais c'est en fait ce qui se produit lorsque deux humains s'unissent réellement. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas leur union comme une baston, comme une espèce de guerre pour le pouvoir, pour la lumière, pour qui fait quoi et qui mène et qui est au-dessus, qui est en dessous. Mais dès qu'il y a cette synergie-là, il y a un troisième être qui arrive, et lui, il est d'une puissance qui dépasse largement les capacités de l'un et de l'autre. Même de l'un et de l'autre ajoutés. C'est pour ça que ce 1 et 1, dans ce cas-là, pour moi, font pas 2, mais bel et bien 3, ouais. Alors, est-ce que cette entité, elle donne une force supplémentaire qui fait qu'on fait des choses à deux, entre guillemets, grâce à cette entité, qu'on ne pourrait pas réaliser en étant seul? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Qu'est-ce qu'on y gagne? Dans le 1 + 1 = 3, cette force qui surgit, c'est la force qui nous permet de traverser la vie, avec ses hauts, avec ses bas, d'une autre manière qu'en étant juste 1 et 1, juste ce 2 là. C'est ce qui se passe en fait quand on se met vraiment à accepter l'union, donc de ne plus appartenir. C'est une force qui surgit et qui, elle, oui, effectivement, permet de traverser la vie. C'est pas obligatoirement ça ne débouche pas forcément sur la naissance d'un enfant. Et quand il y a un enfant, qu'est-ce que ça rajoute à cette force? Ça bouleverse un couple, un enfant. En tout cas, je vais parler pour moi. Ce qui est arrivé au début, ça a déstabilisé notre couple.
Mon fils Oui, est c'est arrivé. ça, parce que comment on passe de la vie de Mon couple à fils la est vie de famille, arrivé. c'est ça. Ça faisait combien de temps qu'on était ensemble quand mon fils est arrivé? Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Donc, on a 6 ans de vie de couple. On se dit au début, l'enfant est le fruit de notre amour. En tout cas, c'est ce que je me dis. C'est ça, mais bien sûr. On se dit en C'est- couple, c'est- quand c'est on ce se qu'on parle, se dit, l'enfant on est dit, le on- fruit de le notre fruit de amour. notre Puis après, amour, dans ouais, les tout à fait. faits, c'est pas ça. Alors, dans les faits, qu'est-ce que- Toi, tu fais ton rôle de papa, le rôle de maman, mais hop, les deux amoureux, ils sont où? C'est ça. Elle, son amant, et moi, l'amant, et elle, la maîtresse. Faut s'asseoir à un moment donné et faire, oh, hey, chérie, je vais aller chercher l'amant, va chercher la maîtresse parce que c'est ça qui nous a unis. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on a créé ce projet. Ce beau projet qui est notre famille. Tu vois. Et on a tendance à l'oublier. Quelquefois, c'est les hommes qui oublient, quelquefois, c'est les femmes qui oublient, mais ça, j'admets que ça m'a surpris. Ouais, c'est je m'attendais pas à ça. C'est déroutant. Je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais pas à ça. Les enfants t'élèvent aussi. Ah bah c'est clair. Tu apprends à devenir un papa. Eux, ils sont déjà des enfants. Ils disent, hey, je suis un enfant. Tu vas pas m'apprendre à être un enfant. Mais moi, j'ai appris à devenir un père. J'ai appris à devenir Monsieur Cavana. C'est ça. C'est ça. Et là, en fait, où on pose le truc, c'est qu'effectivement, tes enfants t'appartiennent pas. Mais alors, c'est judicieux de leur appartenir. Oh, je donne mes enfants. Venez, mes enfants, je vous donne. Je vais aller bosser. Je reviens. Prenez. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse à la maison. Allez. En fait, c'est naturel chez l'homme de faire ça. Eh bien, tu sais quoi? Les femmes, à nouveau, font la même chose, mais avec le principe intérieur. Exactement. Je t'offre mon ventre et tu vas venir grandir dedans. Oui. Après, je t'offre mes seins et tu vas manger de ça. Exact. Et après, en fait, tu vas être nourri de justement mon intérieur toute ta vie. C'est exactement le même mouvement. Évidemment, nos enfants, ils vont grandir en nous dévorant. Enfin, pour moi, c'est ça l'idée. J'ai envie d'être la nourriture pour eux. Donc, la nourriture en forme papa, comme leur maman va être leur nourriture en forme maman. Mais oui, j'ai envie d'être cette nourriture. Ça te donne énorme. Moi, en tout cas, je veux parler pour moi. Ça m'a donné beaucoup de force. Tu veux être un... J'abonde dans le sens de Franck. J'ai voulu devenir meilleur. J'ai dit OK. Et puis, mais j'ai eu peur de la mort j'avais pas peur de la mort avant. Et j'ai eu peur de mourir dès que j'ai eu mes enfants. Ouais, c'est clair. Et ça vient avec. Dès que il y a tout, même des crises d'angoisse la peur de faire des orphelins. Voilà. Et puis là, t'en as 2, puis OK, il faut que je sois en forme, il y a ci, il y a ça. Comme j'ai perdu mes parents, je me dis, moi, je veux rester là le plus longtemps possible. Je les ai eu tard. Je dis, donc, il faut que je sois en forme. Et je suis passé par-dessus ça, mais il y a par-dessus la grande peur de mourir. Mais il y a, c'est encore là, où dit, je vais prendre moins de risques. Oui. Je vais prendre moins de risques dans ma vie. J'ai des enfants, non. J'ai des enfants, non. Ralenti, j'ai des enfants. Ralenti, j'ai des enfants, donc. Mais je suis définitivement, en tout cas pour moi, une meilleure personne depuis que j'ai mes enfants. Voilà. Il y a un truc aussi. Ils m'ont donné plus fort aussi. J'ai l'impression qu'ils m'ont donné beaucoup plus que moi je leur ai donné. Ouais. Un truc qui peut être judicieux par rapport à ce qui était dit à propos de l'amant, la maîtresse et les enfants, etc. Moi, je me sers de mes enfants pour unir mon couple en les repoussant. C'est-à-dire que je ramène les enfants à leur place. Dégage, je vais niquer avec maman. Voilà, exactement. Et en fait, c'est super fort. Tu sais, cette espèce de trauma il faut pas traumatiser les enfants, les pauvres petits. Après, ils pourraient être rejetés, humiliés, tout le bouquin entier. Moi, je souscris pas à ce truc-là. Les enfants, en fait, adorent sentir le poids du cadre, de l'autorité, de savoir où on est. Et non, tu viens pas te foutre dans mon plumard entre moi et ma femme. Tu resteras notre gamin. Donc, tu vois, là, il y a les adultes, là, il y a les enfants, là, il y a ta vie. Et le gamin, il est super content, il est cadré, il est sécurisé, mais à aucun moment, notre gamin nous empêche quoi que ce soit. Mais il a même pas le droit. Il faut que ta femme soit sur la même longueur d'onde que toi. Oui. Ah bah, on est d'accord pour ça. C'est ça. Ah bah, non, viens dormir avec nous. Mais alors, c'est attention. un sujet de désaccord, justement, les enfants dans le couple. Oui, ça peut être lorsque, en fait, on se met à imaginer que le papa peut être une menace pour ses enfants, alors que les papas sont prêts à mourir pour leurs gosses dans la seconde s'il le fallait. Faudrait peut-être quand même remettre aussi
les pendules à l'heure. Nous ne sommes pas des menaces pour nos enfants, et ça n'est pas une menace pour un enfant que de se faire cadrer. Reste à ta place, reste tranquille, fais pas chier. Et c'est en fait super confortable de ressentir ça. Moi, je sais que ça met en sécurité, ça. C'est pas malveillant. Ils testent les limites. Ils testent tout le temps. Et s'ils la testent, en fait, c'est parce qu'ils en ont besoin pour se sentir en sécurité. C'est pas pour faire chier. Hein. On est totalement d'accord. Alors, une autre question plus légère qui s'adresse à Anthony cette fois. Parce que là, c'est vrai qu'on... la légèreté, c'est pour lui. Ouais, et tous les... exactement. Merci. Les relous, c'est pour toi. Compris, Merci. voilà. Les relous, c'est pour toi. Voilà, on demande au public, c'est vrai qu'on pose des questions à notre public, il pose des questions, mais je me suis dit si j'allais interroger le public d'Anthony Cavana sur l'amour, par exemple. Et voilà, on écoute David. Ma femme est canadienne. Comment je fais, Anthony, pour que ma femme veuille sortir du Canada, qu'elle vienne en France vivre la vie? Moi, j'aimerais donner ce goût-là de l'aventure à ma femme. Comment il a fait, lui, avec sa femme qui est suissesse et canadien, donc Montréal, Haïti, la France, la Suisse? Comment on fait pour ne pas être frustré tout en accordant à l'autre la place qu'il mérite? Parce que c'est un peu comme un grand frère et donc forcément, il aurait des conseils à donner. Je reconnais la voix. J'ai croisé David par hasard dans un restaurant à Montmartre. C'est ce qu'il m'a dit. Mais vous ne vous connaissiez pas avant? Je ne connaissais pas du tout. C'est ça, du cette tout. semaine. Puis il me dit, je suis français, je vivais au Canada. Et donc, je vais encore parler de ce que j'ai vécu. Moi, je vivais en France. Je voulais rentrer au Canada. Ma femme n'était pas prête à rentrer au Canada. Elle dit, j'aime ça, j'aime l'été, j'aime quand on y va en vacances, mais j'ai peur de l'hiver. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais au Québec avec elle régulièrement pour qu'elle s'habitue. On est allé, j'étais en tournée en hiver. Là, je dis, viens, on y va. En hiver, dans le pire mois. On y va, c'est le pire mois. Ah oui. Là, c'est le mois le plus difficile. J'ai dit, même moi, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'y vais? Je commence ma tournée. Allez, fin janvier, on débarque. Fin janvier, là, on est au top, au zénith de l'hiver. Go. Et puis ça s'est bien passé. Puis à la fin, elle voulait rentrer, voulait qu'on déménage au Canada plus que moi. Mais je voulais rentrer aussi, mais elle est go, on part, on s'en va. J'adore le Québec, je veux vivre au Québec. Et puis là, elle défend bec et ongle le Québec partout. Donc c'est ça pour David, lui faire c'est graduellement, c'est l'affaire. Voilà, petit à petit, des petits allers-retours, des vacances. La France est quand même un des plus beaux pays de la planète. Faut dire les choses. Vous avez une chance extraordinaire. À chaque fois que je viens ici, quand je vivais ici, et puis les gens de mon équipe me disent, hey, bon, c'est ça, il est encore émerveillé. les Parisiens qui sont blasés. J'ai 20 ans en Europe, presque 17 ans à Paris. Donc, j'ai cette chance de pouvoir profiter des deux. Putain, j'ai de la chance, merde. J'ai beaucoup de chance. J'ai prise de conscience. Mais en fait, j'ai beaucoup de chance. Let the sun shine, j'ai de la chance d'aller tout le monde. Déshabillez-vous. Il fait chaud, c'est la canicule. Yeah. C'est vrai. Et David, finalement, dans sa question, soulève aussi un point, c'est celui de l'alignement des envies dans les projets qu'on peut avoir en commun dans le couple. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes envies au même moment, on n'est pas forcément aligné sur les projets, enfin, je sais pas. Ouais. Bah là, pareil, même réponse qu'avant, rupture. le sujet du couple. J'aurais pas dû lui demander de répondre, en fait. C'est non, parce qu'il y a... Femme heureuse, vie heureuse. Moi, femme malheureuse, pension coûteuse. J'ai un truc là-dessus, moi, c'est que je crois que les projets doivent rester des prétextes. Et j'ai remarqué que si t'avais un projet, quel qu'il soit, ce qui était confortable quand t'étais en couple, c'était d'être d'accord pour qu'il échoue. Parce qu'en fait, le véritable projet caché en dessous, c'est de se tenir la main, d'avoir un prétexte pour faire un truc ensemble. Le projet n'est pas une condition sine qua non à la réussite du couple et à sa pérennité, mais simplement... Le voyage n'est pas la destination. Exactement. Voilà. La destination, en fait, on peut se planter 12 fois, bifurquer, repartir, faire marche arrière, se tromper. Et en fait, je pense que David, il peut simplement se mettre ça en tête. Il peut échouer. Fais l'essai, viens, et repars.
On s'en fout. Vos choix sont pas définitifs. Le projet, en fait, c'est tenir la main de sa belle. Si après, il passe 3 fois l'océan dans un sens et dans l'autre, qu'est-ce qu'on en a à cirer, puisqu'il tient la main de sa belle. Ça doit être ça, le projet. Ouais, c'est ça. Ce qui compte, c'est pas l'aboutissement, c'est pas le résultat, c'est en fait de le faire à deux. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est le chemin de le faire à deux. Bah, en tout cas, pour moi, un couple, ça renvoie là-dessus. L'idée à retenir, Franck, du coup, c'est quoi? Si on devait retenir une idée de cette... Ok, tout d'un coup, je résume tout d'un coup d'une Non, c'est une belle idée. phrase poétique, Oui, voilà. tu la veux Je préfère avec un peu de poésie. Avec voilà. rime ou je te... Ouais. Ok, ouais, non. Ouais, alexandrin, si quand tu même. peux. S'il te plaît, bah non, mais attends, pas de problème. De toute façon, Et en allemand. Et en allemand. Du 17e. Du 17e. Ouais, s'il y a un truc à résumer, en fait, pour moi, c'est assez simple. C'est l'autre n'est pas notre ennemi, l'autre n'est pas hostile a priori. Et plus, en fait, je me protège, plus je rends l'autre hostile. Plus je laisse tomber les armures, les chiens de défense, les miradors et les barbelés, mieux ça va se passer. Donc moi je suis là-dessus, oser appartenir à quelqu'un d'autre qu'à moi, oser me fondre dans une histoire, arrêter de me défendre. Enfin, moi je pense que c'est ça qu'il y a à retenir, parce que c'est ça qui fait un couple. Ce qui est marrant en fait, c'est que on peut les traverser, les étapes, les hauts, les bas, etc. À la fin, c'est là qu'on arrivera. À la fin, c'est à cet endroit-là qu'on arrivera à l'endroit de je suis à toi, j'ai plus rien à défendre, il n'y a plus rien à cacher, c'est ouvert. Tu sais, on a une tradition, Anthony, c'est de laisser conclure l'émission par l'invité. Alors, je sais pas si tu accepterais de conclure l'émission, si je te donne une petite fiche. Et moi, j'avais une petite idée. J'avais une petite idée. Ah, il y avait un piège. J'avais une petite Arnaque, idée. je le savais qu'il y avait une arnaque. En fait, c'est en allant voir ton spectacle que ça m'a donné cette idée. Oui. Avec c'est un petit défi aussi, mais je pense que tu le ferais super bien. Ah, C'est cool, de conclure bon. l'émission en mode commandant de bord, en fait. Ah, moi, Ah oui, j'ai entendu faire ça. Ah oui, excellent. Parce que franchement, est-ce que tu veux bien ou pas en mode commandant de bord. Tu lui as fait un Bah, petit... Regarde, il y a ta Alors, fait j'ai pensé à des idées, mais tu peux Ah, ok. autre chose. Parce que parmi tes talents, tu as celui d'animateur. Donc je me suis dit, tu veux animer, conclure l'émission faut que ça soit en mode drôle. animateur, mais Faut que ça soit commandant de drôle, bord, peut-être que c'est une idée. Oui, alors moi, c'est peut-être pas très drôle ce que j'écris. Tu peux changer. Parce qu'il a l'air d'avoir... Parce qu'il a l'air de dire non. Il a l'air d'avoir des doutes sur ça le... le Je fait pas t'écris sur la une page d'évangile. Est-ce que tu peux transformer ça en truc drôle tout de suite en imitant un... Et chez votre commandant de bord. Non. Chez votre... bonsoir, chez votre... Déjà, ça me fait chier de vous parler parce que les commandants de bord, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils sont... je suis obligé d'en parler. Chez votre commandant de bord. Nous allons voler à une altitude de... On s'en fout, de toute façon, vous n'allez pas sortir. Alors, j'aimerais saluer notre confident aujourd'hui, Francky pour les intimes. Francky, ouais. Notre chef de cabinet le dit, qu'on salue. Et j'espère que vous avez passé un beau voyage dans la vie du couple. Changement d'itinéraire pour la prochaine mission. Attendez-vous à un peu plus de turbulence. Franck, merde. Thème, l'évolution du couple, la rupture, le renouveau. Alors, le divorce, ça coûte cher. Nous allons voler au-dessus de l'océan Atlantique en cas d'amérissage. Pour les cons du fond, ça veut dire atterrir sur l'eau. Des gilets de sauvetage sont à disposition sous vos sièges. Merci. Merci beaucoup. Merci Anthony. C'est super. Merci Anthony. Anthony Cavana, on le rappelle, tu joues en ce moment sur la scène du théâtre de la Gaîté Montparnasse et ton spectacle s'appelle Happy. Et puis on a un dernier petit cadeau pour toi. Je vais te proposer de mettre ton casque pour se quitter en musique. C'était pas... On avait dit du liquide. On avait un cadeau, un petit... Non, mais... J'adore sa spontanéité et sa chaleur. Et il a un côté monsieur tout le monde. Il a un talent fou, mais il est super accessible, super humain. Et du coup, il est attachant. Très charismatique aussi. Il dégage une bonne humeur de manière naturelle, une sympathie. Et
il donne cette envie de partager, de rigoler avec vous, quoi, comme un bon copain. Donc, En même temps, c'est pas non plus un donneur de son. Et ça, c'est agréable. Il paraît humble. C'est vrai, il a l'air vrai en fait. Il blague beaucoup sur les Antillais, sur nous. Mais bon, c'est vraiment très drôle. Pour moi, il est super dynamique et c'est ça qui fait qu'il transmet son énergie au public. Merci beaucoup les amis. Merci. Et Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Merci à vous dans la salle d'avoir rigolé de temps en temps à mes petits commentaires. Si un soir je suis au fond du gouffre. C'est ça, tu pourras écouter ça. Finalement, je ne suis pas une merde. Ouais, ne m'appelle pas. Finalement, je m'appelle pas Franck. T'es les Franck, c'est cool. On comprend les larmes aux yeux là. Oui. Pardon. On va aborder la deuxième partie de cette Oui, émission, allons-y. parce que là, on a beaucoup parlé d'aimer, de se sentir aimé. On a écouté une chanson d'amour en Ce que anglais. je trouve génial, c'est que il y a 3 mois, t'aurais toussé comme ça, tout le monde aurait fait ah. Oui, c'est vrai. Alors, C'est qu'une petite variole du singe de rien du tout. ouais, c'est ça. Reste C'est le nouveau truc. Aimer. Moi, j'ai l'acné du cochon en ce moment. Ah oui. C'est un peu l'acné du cochon qui est... C'est le 3e. Oui, On va Non, couper c'est trop- ça. Non, c'est trop... On va écouter. Ok, bon, bah voilà. Si vous voulez pas de nos solutions, faut pas nous inviter. Je le refais. Pardon. Franck vient de détruire ma carrière. La première fois que j'ai rencontré Franck, on a passé un très très bon moment. On est allé manger ensemble au restaurant. Je sais pas si c'est la bouteille de Bordeaux ou quoi, mais... C'est peut-être la 2e ou la 3e, je sais pas. En tout cas, la 7e, on était vraiment... On sentait une connivence. On était unis. On est connectés. Vous en pensez ce que je dis? Oui. Comme ça, bien. Comme ça. Oh, putain, elle est bonne, cette eau grignote. C'est urgent, là. Arnaud. C'est urgent. Arnaud. On n'en peut plus, là. Je meurs, Arnaud, il fait chaud.